Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, Michel Elchaninov, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, et Lucille Schmid, vice-présidente de la Fabrique écologique. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Israël-Palestine, qui peut stopper l'engrenage ?» Il est ainsi chapeauté « Les puissances mondiales et régionales scrutent de près le conflit au Proche-Orient et tentent d'en influencer le cours en fonction de leurs intérêts divergents. Aucun des acteurs en scène n'a toutefois intérêt à un embrasement de la région, hormis peut-être le Hamas. Mais les règles du jeu ont changé, comme l'explique dans nos pages le politiste Bertrand Badi. Il faut aujourd'hui compter avec des opinions publiques prêtes à se mobiliser et qui pèsent sur leurs dirigeants, ce qui rend la situation instable, voire imprévisible. Nous mettrons en ligne mercredi un nouveau bada de la série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné. Il a pour invité Constance Rivière, directrice du musée de l'histoire de l'immigration, dont elle présentera les ambitions et les toutes nouvelles réalisations. Elle est aussi romancière, saluée par le jury Goncourt pour son précédent livre, et elle vient de publier La vie des ombres, où elle suit les pas du cinéaste Frédéric Wiseman à la découverte de l'Amérique des invisibles, l'Amérique des marges, l'Amérique de ceux qu'on ne voit plus, à force de les croiser tous les jours. Menu plaisir, le dernier film de Frédéric Wiseman, qui est une plongée dans l'univers de la famille Trois-Gros, de la 4e génération de la famille Trois-Gros, est un documentaire qui sortira en décembre. Il existe un coffret de l'ensemble des documentaires de Frédéric Wiseman à la recherche de l'Amérique, mais aussi de certains sujets français, comme par exemple l'opéra. Notre prochain enregistrement public aura lieu dimanche prochain, le 5 novembre, et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site. Enfin, toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Ce compendium gagne de nouveaux abonnés chaque semaine. Il me semble qu'il soit beaucoup lu dans les milieux de nos confrères de la presse, si j'en juge par les morceaux que j'en vois ou que j'en entends ici ou là, et tant mieux. C'est un excellent signe que de fournir de la matière à nos confrères, pour peu qu'ils aient la gentillesse de dire d'où vient la matière en question. Nous leur en serions extrêmement reconnaissant. Je n'ai évidemment garde d'oublier de rappeler que toute contribution fait en sorte que notre podcast peut poursuivre son cours. Je vous propose que nous nous intéressions d'abord à l'Argentine, entre deux populismes, avant de nous intéresser aux problèmes de sécurité en France et en Europe. Pour ce qui est de l'Argentine, alors que tous les sondages donnaient le libertarien Javier Milei vainqueur, il a obtenu 30,2% des voix au premier tour de la présidentielle contre 36,3% à son rival Sergio Massa, ministre de l'économie et candidat de la coalition péroniste de gauche sortante, Unión por la Patria. Alors que voter est obligatoire en Argentine, le scrutin a été marqué par une abstention record, 75% de participation, 9 points de moins qu'en 2019. Pour le deuxième tour, le 19 novembre, les deux hommes se disputeront notamment les voix de la droite traditionnelle éliminée, avec sa candidate Patricia Bullrich et ses 23,8%. L'actuel ministre de l'économie a pourtant été incapable de juguler une inflation de 140% dans un pays où 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, où le dollar atteint 1000 pesos au marché noir et où le PIB perd 3,3% par an. Pour effectuer sa remontada par rapport aux élections primaires d'août qui le donnaient deuxième, il est passé de 5,3 millions à 9,6 millions de voix, Sergio Massa a annoncé une série de mesures destinées à protéger le pouvoir d'achat des électeurs. Il a mis en place un remboursement de la TVA sur les produits de première nécessité pour les salaires inférieurs à 700 000 pesos par mois, soit 6 fois le salaire minimum. Il a supprimé l'impôt sur le revenu pour l'immense majorité des travailleurs. Il veut reconstruire la patrie grâce à un large programme de facilitation de l'accès à la terre et au logement. Il veut renforcer les entreprises publiques. Il prône une politique d'adaptation volontariste au réchauffement climatique.
politique et il promet une révolution éducative dont le contenu n'est pas très précisé. Sergio Massa se fixe 4 objectifs macroéconomiques: l'ordre fiscal, l'augmentation de l'excédent de la balance commerciale qui devrait permettre de renflouer la Banque centrale, le développement dans l'inclusion sociale et enfin, il veut rembourser au plus vite la dette que le pays a contractée auprès du FMI. Javier Milei, quant à lui, est un polémiste surgi en 2021 des plateaux de télévision. Souvent comparé à Donald Trump, il a depuis suivi un fil rouge dégagiste contre la caste parasite visant les péronistes et les libéraux qui alternent au pouvoir depuis 20 ans. Anti-étatiste, son plan tronçonneuse, comme il l'appelle, vise à diminuer les dépenses publiques en supprimant plusieurs ministères, éducation, santé, travaux publics et développement social et femmes, à libéraliser le port d'armes pour les civils et à libéraliser le commerce d'organes. Il entend remplacer la monnaie nationale par le dollar, comme l'ont déjà fait le Panama ou l'Équateur, mais dans un texte publié début septembre, 170 économistes qualifiaient cette dollarisation de mirage en raison du manque de dollars en circulation dans le pays et dans les coffres de la Banque centrale. Il est opposé à l'avortement, doute de l'origine humaine du changement climatique, considère l'homosexualité comme un handicap et célèbre Viktor Orban, Giorgia Meloni et Marine Le Pen. Lundi matin, à l'ouverture des marchés, le risque pays tel que mesuré par JP Morgan a augmenté de plus de 10% sur cette question. Akram Belkaïd. Oui, c'est une élection très atypique dans la mesure déjà où, comme vous l'aviez dit, ces deux dernières décennies, on avait 2 camps qui s'opposaient. Cette fois-ci, on a une droite dite classique, on a les péronistes qu'on qualifie de centre-gauche ou de gauche modérée aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir avec le péronisme des années 50-60. Et puis aussi l'irruption de ce trublion qu'on compare un peu trop vite à Donald Trump parce que c'est tout de même autre chose que Donald Trump. Comme vous l'avez dit, ce programme dégagiste, cette tronçonneuse qu'il exhibe à chaque meeting pour annoncer ses intentions de fermer ni plus ni moins un certain nombre d'institutions comme les ministères du tourisme, vous l'avez dit, mais aussi, et c'est très important, la Banque centrale, puisqu'il considère que la Banque centrale n'a rien à faire dans ce pays, qu'il est partisan de la dollarisation, il a alors capté quelques bribes de théorie monétaire qui consistent à dire, vous vous souvenez aux États-Unis, Ben Bernanke, quand il était à la tête de la Réserve fédérale, avait hésité à un moment donné à inonder le pays de dollars en disant que c'était la meilleure manière de relancer l'économie. Donc, Milei est derrière ça. Son mot d'ordre, Viva la libertad, carajo. Alors, vive la liberté, je ne traduirai pas le mot carajo, je laisse le soin aux auditeurs de faire une petite recherche. Mais enfin, voilà, donc ça donne une vraie incertitude. Rien n'est joué pour le second tour du 19 novembre, d'autant que la candidate Patricia Bullrich a appelé à voter pour Milei, donc ça lui donne la possibilité d'être élu, et ce sera une vraie question de savoir comment l'Argentine va être dirigée si jamais ce monsieur arrive à la présidence, dans la mesure où ses projets inquiètent beaucoup, y compris sur le plan régional. Sur cette élection, je voudrais signaler 2 points qui sont, à mon avis, très importants. Le premier, même si ça s'est joué dans d'autres pays, ça a été le rôle important des réseaux sociaux. Cet homme a réussi à faire campagne dans des endroits où il n'avait aucune infrastructure électorale, où il n'avait aucun parti pour le soutenir, mais il a réussi à faire une campagne électorale nationale grâce justement aux réseaux sociaux qui l'ont porté. Et le deuxième point qui est un peu lié, c'est que cet homme a bénéficié aussi d'un vote très important d'une partie de la jeunesse. C'est-à-dire que la jeunesse argentine ne veut plus entendre parler du péronisme ou de tout ce qui a trait au péronisme. Et c'est quelque chose, à mon avis, d'assez important. On dit souvent que la jeunesse est plutôt encline à voter pour des forces dites de gauche, dites progressistes. Là, on a l'envers du décor avec des discours... c'est-à-dire que Milei a réussi à trouver un lien avec la jeunesse en mettant en avant l'idée que, ma foi, dans un ordre libertarien, eh bien, c'est la chance pour tous.
c'est la capacité de s'en sortir et c'est aussi la capacité de partager le savoir, puisque cet homme a tout de même quelques, je dirais, facettes sympathiques. L'une d'entre elles étant que il a souvent donné des conférences gratuites dans des parcs de Buenos Aires. Il est toujours là à donner des conseils de lecture à la jeunesse, c'est-à-dire qu'il a rompu avec une espèce d'élitisme qui caractérisait la classe politique argentine traditionnelle. Nicolas Bavrez. Ce que vit l'Argentine, c'est une tragédie, mais c'est une tragédie qui a des leçons qui dépassent le pays. Il faut rappeler que dans l'entre-deux-guerres, l'Argentine faisait partie des 10 premières puissances économiques du monde et qu'elle était encore la 10e en 1945. Aujourd'hui, elle est autour du 30e rang. Et ce pays partage avec le Venezuela ou l'Algérie le fait d'être des pays extraordinairement riches, où a priori tout est réuni pour avoir un pays prospère et stable et avec une démocratie apaisée, et que ce qui se passe est exactement l'inverse, et que c'est la politique et le péronisme qui a détruit l'Argentine. Aujourd'hui, je rappellerai aussi que dans les années 60, le PIB par habitant en Argentine est largement supérieur à ce qu'il est en Autriche, en Italie ou même au Japon. Aujourd'hui, le salaire minimum, il est à $165 et il était à $260 il y a 20 ans. Donc, la première chose qu'il faut mesurer, c'est quand même l'effondrement économique et social de ce pays qui a été réalisé par les péronistes qui ont quand même été largement au pouvoir. Il y a eu la parenthèse Macri de 2015 à 2019, mais on a une inflation de 140%, 41% de taux de pauvreté, une dette énorme. Et ce qui est intéressant, parce que ça ressemble aussi à ce qui se passe au Venezuela ou en Algérie, c'est qu'on a 430 milliards de dollars d'actifs à l'étranger. Donc en fait, la dollarisation, elle existe déjà, puisque les Argentins, tous ceux qui ont de l'argent, l'ont déjà mis dehors et en dollars. Donc c'est une situation qui est effectivement extrêmement dégradée, et les deux solutions qui sont proposées, et c'est ça qui a une dimension tragique, c'est que de toute manière, les deux solutions qui sont proposées vont aggraver les choses. Côté Massa, c'est vrai que c'est assez extravagant, c'est l'ancien ministre de l'économie, c'est lui qui porte ce bilan. Il a eu l'intelligence politique de se distancier de Madame Kirchner, mais c'est accablant. Et quand on voit qu'il explique qu'il va rembourser la dette, alors même qu'il a multiplié les aides sociales, qu'il vient de faire des exemptions de taxes majeures, qu'il a diminué le nombre de contribuables, donc expliquer qu'on va rembourser la dette en diminuant massivement le nombre de contribuables et en diminuant massivement l'impôt sur le revenu, personne ne peut croire que ça peut fonctionner. Quant au fait de renforcer les entreprises publiques, elles sont déjà extrêmement improductives. Donc, il est clair que Massa, c'est la poursuite du péronisme, sous une base effectivement plus modérée qu'à certaines époques, mais c'est la catastrophe économique qui se poursuit. Côté Milei, c'est vrai que, en fait, c'est pas du tout Trump, parce que Trump, il n'est pas libertarien. Et Milei, c'est en revanche, il y a un vrai côté destruction de l'État, dollarisation de l'économie. Il est clair que ça n'a aucune chance, de fonctionner. Donc il y a un côté tragique, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Argentine, qui est le pays qui a déjà le record des défauts financiers, je le rappelle, va clairement devant un nouveau défaut. Et les défauts, contrairement à ce que racontent certains, c'est beaucoup de destruction de valeur économique, c'est surtout beaucoup de pauvreté. Et donc, il y a quand même quelques leçons à tirer, y compris en Europe, c'est-à-dire que, là encore, contrairement à ce qu'on dit, les États font faillite. Deuxièmement, quand un État fait faillite, ceux qui souffrent, ce sont les plus pauvres. Et on voit le fait que l'Argentine a complètement cassé sa classe moyenne avec ses défauts en chaîne. Et la troisième chose, c'est que le populisme est une arme massive de destruction et de la croissance et de la démocratie. Et le populisme, vous voyez, ce que montre l'Argentine, c'est qu'on sait... On sait quand on y entre, on ne sait pas quand on en sort. Mais on sait comment on en sort. On en sort extrêmement pauvre et avec une démocratie détruite. Lucille Schmitt.
Oui, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi Sergio Massa a, entre août et octobre, récupéré 3,5 millions de voix. Et comment est-ce que c'était possible, alors que, comme vient de le dire Nicolas Bavray, au fond, le péronisme était démonétisé. Comme le disait Akram Belkaïd, il représentait plutôt un repoussoir vis-à-vis de la jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Sergio Massa a promis en fait de dépasser la brèche entre péronistes et anti-péronistes. Je pense qu'il faut s'intéresser au parcours de cet homme qui a toujours fait de la politique depuis l'âge de 19 ans, qui certes était ministre de l'économie, mais seulement depuis 1 an, et qui avant présidait la Chambre des représentants, et qui donc a été ministre de l'économie comme on peut être autre chose d'une certaine manière, parce qu'il n'a pas là-dessus d'ailleurs, j'allais dire même la compétence économique qu'on pourrait prêter à Javier Milei, puisque Milei est économiste, il faut le rappeler. Donc en tout cas, Sergio Massa, pourquoi est-ce qu'il a été d'une certaine manière un vote refuge à ce premier tour de l'élection présidentielle? Parce que il dit au fond l'espèce de brèche, de clivage qui existe depuis maintenant, depuis après la Seconde Guerre mondiale en Argentine peut être dépassée. Et ça, c'est un point important pour une population qui effectivement a perdu espoir. La deuxième chose, c'est que, qu'on le veuille ou non, dans un pays frappé par un taux de pauvreté qui atteint 40% de la population, distribuer des aides, effectivement, c'est une manière de se garantir des votes. Et on peut le regretter, on peut regretter ça, mais par ailleurs, il faut rappeler que le gouvernement de droite, qui, comme le rappelait Nicolas Bavray, a été au pouvoir quelques années, il y a 3 ans, est en fait un pouvoir qui a pris auprès du FMI un emprunt de l'ordre de 45 milliards de dollars et qui donc a endetté lui-même le pays. Du coup, la question de la responsabilité entre la droite et les péronistes sur l'état économique de l'Argentine, c'est une responsabilité partagée. Et effectivement, on peut considérer que d'une certaine manière, Sergio Massa pouvait dire qu'il n'était pas responsable de cette situation, d'autant plus qu'il a combattu les Kirchner de manière assez claire, puisqu'il s'était présenté contre Cristina Kirchner au présidentiel en 2015. Donc, il est dans une situation où il peut dire « je suis un pont entre 2 pays antagoniques ». La deuxième chose qui me semble importante, c'est de rappeler que Javier Milei est un fou. C'est-à-dire qu'il était appelé dès sa jeunesse, dans sa classe, ça a été rappelé par un certain nombre de ses condisciples du collège, je crois, El Loco. Donc c'était déjà un fou à 12 ans, 13 ans. Je rappellerai mais je ne suis pas absolument sûr que la capacité psychiatrique des camarades de collège oui, de Sergio Milei soit totalement... El Loco est un surnom que, dans beaucoup de pays hispanophones, on attrape assez vite. Ça veut dire l'extravagant davantage que le malade mental. Oui, mais je vais donner, cher Philippe, des éléments sur cette extravagance, qui est quand même qu'il a dédié à ses 4 chiens... en août 2023, sa victoire à la primaire, 4 chiens clonés aux États-Unis parce qu'il aimait beaucoup son premier chien décédé. Donc c'est quand même quelqu'un qui dit « je me concerte avec mes chiens plutôt qu'avec des amis lorsqu'il s'agit de prendre des décisions politiques ». Frédéric de Prusse disait la même chose. Mais je pense quand même que, en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, m'effraie. Et puis la deuxième chose qui est intéressante, c'est que profondément solitaire, c'est sa sœur qui l'accompagne, qui organise ses meetings. Donc c'est quelqu'un qui atteint un niveau, à mon avis, d'extravagance, comme vous le disiez, qui a peu d'équivalent aujourd'hui, en tout cas dans une campagne présidentielle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Patricia Bullrich est, au fond, perdu beaucoup d'électeurs depuis août 2023, et que ces électeurs se soient réfugiés à la fois du côté de Sergio Massa et du côté de Javier Milei, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, ce qui représenterait la droite classique n'a plus la légitimité politique aujourd'hui pour les Argentins, dans un pays qui, effectivement, est fracassé par cette crise économique, 140% d'inflation, un niveau de fossé entre les élites politiques et la population énorme, et par ailleurs une résistance du péronisme, notamment autour de Buenos Aires, qui a permis au fond à Sergio Massa d'avoir ce très bon score. Je rappellerai aussi un dernier point, que c'était des élections générales et que Javier Milei a eu autour de 35 députés, ce qui évidemment est très faible s'il veut pouvoir gouverner, et qu'en revanche, les péronistes continuent à représenter le premier groupe de très loin à la Chambre des représentants et ont maintenu leurs résultats au Sénat. Donc on est dans une situation où, quoi qu'il en soit, quel que soit le vainqueur le 19 novembre, il faudra composer, et il est clair qu'aujourd'hui, en tout cas, les péronistes, mais le péronisme est au fond une notion extrêmement plastique, puisque c'est à la fois Kirchner, Massa, Carlos Menem. Est-ce que ce n'est pas au fond le péronisme qui est le mieux placé pour l'emporter le 19 novembre? Moi, c'est le pari que je prendrais. Michel Elsenilov.
Alors, quelles que soient les raisons de la remontée de Sergio Massa, les électeurs argentins se retrouvent quand même face à un choix que Nicolas Bavrez, je crois, a raison de qualifier de tragique, que j'appellerais presque, pour faire référence au dilemme du prisonnier, le dilemme du désespéré. C'est-à-dire que d'un côté, il faudra soit voter pour le ministre des Finances, de l'économie, certes récent, mais qui porte tout de même la responsabilité d'une partie de l'hyperinflation, de l'endettement, etc. Et de l'autre côté, faire le choix de quelqu'un qui veut renverser la table, avec quand même 95% de chances que ça soit une catastrophe et un chaos ou quelque chose de dangereux, ou alors avec une toute petite chance que ça fonctionne. Mais c'est le choix finalement entre rester à grelotter au bord d'un précipice ou plonger dans le vide. Donc c'est un choix effectivement tragique et qui, je crois, promet à l'Argentine des années difficiles. Alors, il est évident que Milei n'a plus la dynamique qu'il avait en août, mais comme Akram Belkaïd l'a souligné, Patricia Bullrich, lui quand même, lui apporte ses voix, ce qui a fait exploser d'ailleurs là, sa coalition de droit, puisque le centre refuse de soutenir Milei. Donc, on peut imaginer que le vote refuge vers un péronisme effectivement extrêmement plastique pourrait l'emporter, mais je crois qu'il faut quand même avoir en tête cette pulsion de transgression qui traverse une partie de la société argentine aujourd'hui, et c'est là où la personnalité de Milei est intéressante, parce que c'est comme vous l'avez dit, c'est pas seulement un ultralibéral, c'est un paléolibertarien. Hein, sa référence, d'ailleurs, je crois qu'un de ses chiens porte le nom de cet idéologue qui a inventé dans les années 1990 le paléolibertarisme, Murray Rothbard, qui, constatant que la philosophie libertarienne finalement n'avait aucun succès et n'avait aucune chance d'emporter les élections, a décidé de lui adjoindre un volet populiste avec tout ce que vous avez cité, légalisation des armes à feu, opposition au mariage homosexuel à cause d'une opposition au mariage tout court. Donc on essaie de concilier les principes du libertarisme avec des positions extrêmement conservatrices, climato-sceptiques, etc. Et donc on se retrouve devant une personnalité qui est peut-être folle, mais dont la folie fait le succès. C'est-à-dire, en fait, il est punk. Il est punk, c'est-à-dire qu'il est transgressif. Quand on s'imagine que Milei ose attaquer de manière répétée le pape François argentin en disant que c'est le représentant du démon sur Terre, on se rend compte qu'en fait, il peut plaire justement à ces désespérés qui considèrent que la seule solution pour sauver l'Argentine, c'est le coup de pied. Et là, ça me fait penser à un livre, un très bon livre de Pablo Stefanoni qui s'appelle « La rébellion est-elle passée à droite ?», qui explique que ce qui se passe en Argentine se passe un peu partout dans le monde, c'est-à-dire que pour une partie de la jeunesse, non seulement pour des raisons sociales et économiques, avec cette idée d'égalité des chances, cette idée qu'on peut réussir grâce à son propre talent, mais aussi avec une forme d'acrimonie contre l'aide aux communautés homosexuelles, aux immigrés, avec cette atmosphère progressiste, eh bien qu'il faudrait donner un coup de pied à tout ça. Et donc, on se retrouve dans une situation où cette folie de Milei, elle est presque un avantage électoral. Et donc, je pense qu'effectivement, une partie de la jeunesse va se demander s'il vaut mieux se suicider en rebelle plutôt que de continuer à vivoter en esclave. Et donc, il y a quand même un risque que Milei, à cause de cet aspect transgressif, puisse quand même ait quand même une chance de remporter cette élection. Je suis plutôt mal à l'aise avec l'utilisation des mots psychiatriques dans les évaluations politiques. C'est pour ça que Loco ne me convainc pas. Je me serais contenté de dire que c'est une brute, mais je pense que le concept de punk, brute punk, va assez bien à Milei. Akram Belkaïd. Deux points. L'un plutôt historique, mais qui a eu son impact sur l'élection pour rebondir sur ce qu'a dit Nicolas Bavrez. C'est vrai que le bilan économique des dernières décennies est très négatif. N'oublions pas tout de même aussi que la junte qui a dirigé ce pays a aussi une
large responsabilité dans ce qui est devenu l'Argentine en termes de brutalisation de la société, en termes de division des Argentins. Et d'ailleurs, pendant la campagne électorale, on a vu ressurgir les divisions du passé, puisqu'il y a eu des rassemblements d'un côté pour dénoncer ce que furent, je cite, les crimes de terroristes de l'extrême gauche, ce qui a engendré une mobilisation assez importante des enfants de disparus, des enfants, enfin des parents de victimes de la junte. Et c'était un débat qu'on croyait plus ou moins oublié, plus ou moins apaisé. Et on voit que l'Argentine doit aussi vivre avec cette question. Et le deuxième point, c'est la géopolitique, c'est-à-dire les relations internationales. Donc notre punk, comme vous dites, a quand même fait... Alors effectivement, il a traité le pape d'abruti à plusieurs reprises, mais c'est surtout qu'il a annoncé que son pays ne ferait plus commerce avec la Chine, qu'il a déployé un discours anti-chinois assez fort. Et c'est d'autant plus étonnant, enfin d'autant plus intéressant d'une certaine manière, que l'Argentine vient de faire son entrée au sein des BRICS, et on se demande comment tout va se passer si jamais il est élu. L'entrée de l'Argentine dans les BRICS est clairement due à des efforts déployés par le Brésil, qui souhaite arrimer son voisin, un rival, mais partenaire au sein du Mercosur pour développer ce pays qui inquiète beaucoup dans la région. Et avec ces déclarations-là, et aussi sur la décision, s'il l'applique, de dollariser l'économie, on se demande comment l'Argentine va pouvoir continuer à évoluer à la fois dans ses relations bilatérales avec le Brésil, mais aussi au sein des BRICS, qui se veulent comme étant une nouvelle, je dirais, un nouvel acteur de poids dans le commerce international. Lucille Schmidt. Oui, je trouve que toute notre discussion autour de la question de comment va se positionner la jeunesse est assez passionnante. Et je voulais rappeler que Javier Milei surgit après le confinement du Covid. C'est-à-dire que l'Argentine a vécu un confinement particulièrement dur, qui a supprimé d'ailleurs toute activité économique. Et dans un pays dans lequel il y a une crise économique endémique et dans lequel, lorsqu'on est jeune, le déclassement en fait professionnel, d'une certaine manière, est le destin d'une grande partie des jeunes diplômés argentins, lorsqu'il ne s'agit pas de s'exiler, parce que l'exil des Argentins et la fuite des cerveaux est aussi quelque chose d'essentiel dans ce pays. C'est important de se rappeler qu'au fond, en organisant ce confinement extrêmement dur et donc en sacrifiant la jeunesse et l'économie, d'une certaine manière, on a créé aussi Javier Milei, qui est quelqu'un qui surfe depuis, effectivement, comme le disait Michel, sur cette question d'être à la fois un rocker, un économiste et quelqu'un qui aime ses chiens, sa sœur et puis sûrement sa mère. Et donc, dans cette situation, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il se réfère de manière très forte aussi à des figures tutélaires européennes. C'est-à-dire que, je rappellerai quand même que l'Argentine était certes une très grande puissance, mais elle était aussi le plus européen des pays d'Amérique latine. Et ce qui est effrayant, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que ce qui se passe en Amérique latine ne puisse pas un jour se passer sur le sol européen. Lorsqu'il invoque Giorgia Meloni, lorsqu'il se situe par rapport à une extrême droite fascisante, en fait, européenne, il y a quelque chose qui travaille aussi sur sur le traumatisme politique qu'a créé le Covid, le confinement, par rapport à la jeunesse et effectivement au risque d'une transgression qui, au fond, n'anticipe pas les conséquences géopolitiques et de politique intérieure qui peuvent se passer. Peut-être on peut ajouter que ce pays le plus européen du cône sud et de l'Amérique latine ne l'est quand même presque plus, en tout cas les de moins en moins depuis longtemps, depuis les années 70, parce que le retour de Perón avec son dentiste candidat à la présidence de la République à sa place, puis la mort de Perón assez rapidement, avec Isabelita, sa femme, qui était un clone complètement sans substance d'Evita Perón, puis le sorcier López Brujo, qui était l'homme qui tirait les ficelles d'Isabelita, et puis évidemment les militaires qui étaient au bout de cette affaire-là, dont Akram a rappelé les responsabilités. Enfin, tout ça, il se trouve que j'ai eu l'occasion de voir ça de près pendant plusieurs années. Je veux dire, tout ça était totalement éloigné des mœurs européennes, la brutalité, la violence latente dans ce pays qui a éclaté au moment d'une part de l'arrivée de Perón, la lutte à l'intérieur des péronistes. J'ai vu les gens de la Juventud Peronista, qui était la gauche péroniste, si ça a un sens, se faire massacrer par l'autre partie de Perón, et puis ensuite les opposants. Je me souviens d'une institutrice française qui est au lycée français de Buenos Aires, qui aidait de son mieux les réfugiés, enfin les persécutés, et
qui avait tellement peur qu'elle avait été obligée d'acheter quelque chose en caoutchouc pour se le mettre entre les dents la nuit, tellement c'était épouvantable. Et puis les Uruguayens réfugiés qui étaient assassinés là. Enfin, j'allais dire, je voudrais pas insulter les Argentins, mais la civilisation de type européenne paraissait un vernis bien mince dans ces années-là, et ça a duré très longtemps. Ça a duré du retour de Perón à la fin de la dictature, dont il faut malheureusement rappeler qu'elle est due à Margaret Thatcher et pas à la position intérieure argentine. Donc le rapport de l'Argentine à des mœurs un peu civilisées et à la démocratie est un rapport qui n'a cessé de se dégrader, de s'affaiblir depuis les années 70 et qui peut faire penser qu'aujourd'hui, en effet, Milei, brut punk, est susceptible de diriger ce pays, mais que son adversaire, si c'est lui qui l'emporte, sera le même jouet des mêmes divergences à l'intérieur du péronisme qui tirent dans tous les sens, du moment que ce sont des sens populistes, parce que c'est quand même ça que le péronisme a fait depuis le premier Perón jusqu'au deuxième Perón, en passant par etc. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, celui de l'Europe et de la sécurité. 2 citoyens suédois ont été tués, un autre grièvement blessé à Bruxelles le 16 octobre, par un homme qui s'est présenté dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux comme un membre de l'organisation État islamique. L'auteur des faits, Abdesalem Lasoued, un Tunisien de 45 ans sans papier, a été tué par la police. Le Royaume, qui a connu 2 attentats meurtriers faisant 35 morts en 2016, compterait aujourd'hui quelques 600 fichiers S dont la surveillance serait difficilement assurée. L'auteur de l'attentat ne figurait toutefois pas dans les listes de l'Office central d'analyse de la menace. C'est en tout cas ce qu'a assuré le ministre de la Justice qui a démissionné. La Sûreté de l'État, le service de renseignement intérieur, a appelé récemment à un renforcement de ses moyens dans la lutte contre le terrorisme. Après l'assassinat dans un lycée d'Arras du professeur Dominique Bernard et le meurtre des 2 touristes suédois dont je viens de parler, des aéroports ont été évacués en catastrophe en France, des frontières intérieures se sont fermées. L'Europe fait face à un risque terroriste bien plus important depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Le 19 octobre à Luxembourg, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont discuté de l'importation du conflit israélo-palestinien et de leur corollaire, qu'il s'agisse d'antisémitisme ou d'islamophobie. Plusieurs ministres ont appelé à des politiques migratoires plus strictes, consistant à mieux filtrer les entrées dans l'Union européenne et à pouvoir renvoyer plus rapidement les demandeurs d'asile qui présentent un risque pour la sécurité. Gérard Darmanin a dénoncé un peu de naïveté dans les institutions de certains pays ou de l'Union européenne face à ce qu'il appelle le djihadisme d'atmosphère. L'Union européenne dispose désormais d'outils bien plus coercitifs que lorsque la France et la Belgique avaient été frappées en 2015 et en 2016. D'abord, le règlement de l'Union européenne, adopté en 2021 et mis en œuvre depuis juin 2022, qui oblige les plateformes à supprimer en 1 heure les contenus terroristes sur injonction des autorités compétentes des États membres, mais également le Digital Services Act, cette loi récente portée par le commissaire français Thierry Breton, et qui vise à la modération des contenus diffusés sur Internet. La guerre entre le Hamas et Israël, la polarisation croissante observée dans nombre d'États membres et le risque terroriste, conjugués aux importantes arrivées irrégulières dans l'Union, font monter la pression autour du pacte migration et asile. Cet ensemble de textes présenté en septembre 2020 est toujours en discussion. Réunis en conseil à Bruxelles jeudi et vendredi, les 27 ont fait le point sur la sécurisation des frontières extérieures de l'Union. Certains États membres ont d'ores et déjà choisi de ne pas attendre. L'Autriche, l'Italie ont décidé de réintroduire des contrôles à la frontière avec la Slovénie. Les gouvernements européens craignent une poussée des tensions communautaires à mesure qu'augmentera le nombre de victimes civiles dans la guerre d'Israël contre le Hamas. Et dans plusieurs pays, dont la France, les actes antisémites et dans une autre moindre mesure islamophobes ont augmenté. Sur cette question, Nicolas Bavrez. C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui la situation du monde, ce qui frappe, c'est la dynamique de l'ensauvagement. Et donc, à la suite de l'invasion de la Russie par l'Ukraine,
on a cette grande confrontation entre les empires autoritaires et les démocraties, une guerre de haute intensité en Ukraine, une guerre hybride en Europe avec une désinformation massive qui vient de la Russie. Maintenant, il y a un autre conflit qui s'est ouvert avec cette guerre dite de Soukhot. Et l'importation du conflit n'est pas un risque, elle est un fait. Il suffit de regarder à la fois les attentats d'Arras ou de Bruxelles, surtout le regain des actes antisémites, et puis cette logique de face-à-face qu'avait décrite Gérard Collomb, mais qu'on trouve en France évidemment, mais aussi en Allemagne, en Espagne, en Italie, un peu partout. Donc, l'Europe se trouve en première ligne avec cette double situation de montée des menaces extérieures et puis de montée des conflits intérieurs avec des logiques de quasi-guerre civile. Quand on regarde le panorama, notamment extérieur, il est quand même assez impressionnant, puisque si on fait le tour, en démarrant de la Baltique jusque, à la Méditerranée, on a le conflit avec l'Ukraine, la menace existentielle de la Russie. Ensuite, on a la Turquie, le Caucase. Ensuite, on a le Moyen-Orient et le conflit israélo-palestinien, plus la possibilité d'extension à travers l'Iran. Ensuite, on trouve la Libye, le Sahel. Bref, cette Europe, elle est vraiment cernée par les guerres et les crises, et elle est dans un déni assez complet. Donc, le choc de la guerre d'Ukraine, l'Europe s'est retrouvée vulnérable et désarmée. Et c'est vrai que cette union, elle a été fondée avec comme cœur la réconciliation franco-allemande. L'union a été fondée sur l'idée qu'on faisait la paix par le droit et le marché. Et c'est vrai que c'est cette idée qui est aujourd'hui complètement prise à revers par ce qui se passe. Et le fait de devoir renverser le logiciel européen pour fabriquer de la souveraineté et de la sécurité, c'est évidemment très difficile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue extérieur? C'est que finalement, la seule réponse possible, ça a été l'appel massif aux États-Unis et à l'OTAN pour répondre à la menace russe. On voit que sur le Moyen-Orient, en réalité, c'est la cacophonie avec... alors aujourd'hui, on se retrouve un peu sur l'idée de couloir humanitaire, mais auparavant, on a eu d'abord un défilé extrêmement divers et désorganisé en Israël, une bagarre autour des aides aux Palestiniens. Alors même, je le rappelle, que la politique étrangère de l'Europe, elle est censée être née avec la déclaration de Venise de 80, précisément autour du conflit israélo-palestinien. Et puis évidemment, on se déchire sur l'immigration et sur la manière de réguler les flux. La seule réponse aujourd'hui, et c'est c'est que c'est une réponse, on a rappelé là les choses techniques sur les réseaux sociaux, mais si on réfléchit stratégiquement, il est frappant de voir que, comme dans les années 1990, la seule vraie réponse de l'Union européenne à ce problème de sécurité, c'est l'élargissement. Et l'élargissement, en fait, est en train de devenir un objectif en soi, alors que l'élargissement, évidemment, c'est un moyen, mais ça ne règle pas le problème de ce qu'on veut faire. Et finalement, on bute toujours sur ces trois modèles. Le premier modèle de l'Europe qui a fonctionné plutôt bien jusqu'à présent, c'était le marché plus la garantie de sécurité des États-Unis. Je pense que compte tenu de l'évolution des États-Unis et du monde et de la fragmentation, il faut en tout cas beaucoup plus d'autonomie. Le deuxième modèle, c'était le pont entre l'Orient et l'Occident. Mais ça, l'implosion du monde, la montée du ressentiment du Sud fait que je pense que ce modèle-là n'est plus possible. Et il reste le seul modèle qui permettrait normalement de traiter ce problème de la sécurité, c'est la montée d'une Europe puissance. C'est un modèle qui a été porté par la France, mais qui est aujourd'hui complètement discrédité par d'abord la faiblesse de la France, l'incohérence de sa diplomatie, et puis par le fait que la majorité des pays européens aujourd'hui n'en veulent pas. Mais c'est la seule manière de reprendre, et dans un cadre démocratique avec un état de droit, le fait de réorganiser une sécurité intérieure qui suppose effectivement de contrôler les frontières, de savoir ce qui se passe en Europe, mais dans un cadre d'état de droit, et par ailleurs
de mettre en place une politique de sécurité qui soit articulée à celle des États-Unis, mais souveraine. Lucille Schmitt. Oui, Nicolas a raison de rappeler qu'on n'est même pas au milieu du gué lorsqu'il s'agit de construire une sécurité européenne. On est d'une certaine manière, dans une forme de déni, et ça ne date pas d'hier, puisque d'emblée, lorsque l'Union européenne a été créée, on a essayé de faire une communauté européenne de défense. Après le traité de Maastricht, on a construit les premiers éléments, les premiers rudiments, si je puis dire, d'une politique européenne d'affaires étrangères et de sécurité. Et Josep Borrell, qui est le haut représentant de l'Union européenne sur les affaires étrangères, rappelait récemment dans un texte très intéressant qu'en fait, c'est sans doute sur ces sujets de sécurité et de défense que la rupture, le fossé entre le discours et les actes est le plus important. Mais je serais peut-être moins sévère que Nicolas Bavrez sur la façon dont l'Union européenne a réussi à réagir, en tout cas depuis la guerre en Ukraine, sans doute parce que, d'une certaine manière, elle a été rattrapée par les événements et que le fait qu'il y ait une guerre sur son sol et que ce soit la Russie qui ait mené l'offensive avec si la Russie est une puissance, c'est bien en matière militaire. Et donc, le fait que l'Ukraine ait réussi à résister à la Russie, d'une certaine manière, nous a obligés à nous poser la question d'une guerre qui se déroulait sur le sol européen, mais avec la possibilité qu'un pays qu'on imaginait, au fond, beaucoup moins puissant, réussisse à résister. Nous avons été rappelés, en quelque sorte, à notre responsabilité par la façon dont l'Ukraine a résisté. Et depuis cette guerre déclenchée par la Russie, il y a eu un certain nombre d'actes qui ont été posés par les pays de l'Union européenne. Je voulais parler en mars 2022 de la boussole stratégique qui a été adoptée, qui est un texte peu connu des opinions publiques, et c'est bien le sujet. Texte qui a été adopté après un long travail organisé justement par Josep Borrell, avec les services de renseignement des différents États membres et dans une méthode qui a associé de manière assez originale, au fond, les États membres et les institutions européennes, parce qu'au fond, ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait un certain nombre de discours qui étaient de dire il faut faire une défense commune et avoir une politique de sécurité commune, et puis chacun continuait à faire les choses dans son coin, comme c'est d'ailleurs apparu de manière un peu dramatique, tout à fait dramatique, dans le cadre de l'offensive du Hamas contre Israël. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle est rattrapée par les événements. C'est-à-dire que le délitement géopolitique du monde et la façon dont l'illibéralisme progresse dans le monde entier rattrape une Union européenne qui est en permanence conduite à être réactive, alors que jusqu'à présent, elle avait peu construit sur ces sujets. Alors on peut quand même dire une chose, c'est que si elle avait aussi peu construit sur ces sujets, c'est parce que les puissances militaires européennes, et au premier chef la France avait certes appelé à construire une défense et une politique de sécurité commune, mais en considérant que c'était à la France de construire cette politique et sans doute sans réfléchir suffisamment à la manière de convaincre les autres États membres et la façon dont on devait mettre en commun des investissements. Josep Borrell rappelait, il y a encore quelques semaines, qu'il y avait eu un engagement, par exemple, de mettre 35% des dépenses de sécurité militaire en commun de la part des pays de l'Union européenne et qu'en fait, on avait continué à organiser des investissements dans une grande redondance sans avoir même la capacité à mener des opérations communes. Le deuxième point peut-être important, me semble-t-il, c'est que toutes ces discussions qui ont commencé à avoir lieu entre pays européens ont eu lieu d'une manière extrêmement classique, comme sur les questions régaliennes, sans y associer les opinions publiques. Et de ce fait, cette boussole stratégique est un texte, me semble-t-il, assez révolutionnaire, assez pionnier. Personne ne le connaît, personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur, parce que sur ces questions de défense et de sécurité, les opinions publiques sont bouleversées par ce qui se passe, par ces attentats, mais elles ne connaissent pas ce qui se passe de manière trop technocratique. Et au fond, ce qui me semble important à affirmer, c'est que ces sujets de défense et de sécurité devraient être des sujets sur lesquels l'enjeu de débat public, l'enjeu démocratique doit aujourd'hui être assumé, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que les opinions publiques vont d'abord penser à une forme de rétraction vis-à-vis des questions migratoires, à ne pas penser l'enjeu de leur environnement immédiat, et notamment l'enjeu de la relation avec la Méditerranée, qui est un point essentiel, parce qu'aujourd'hui, la politique de sécurité de l'Union européenne risque de se réduire à une politique anti-migratoire. Michel Elchandinov. L'onde de choc des attentats et des massacres du 7 octobre va être terrible en Europe. Elle l'est déjà, effectivement, puisque nous avons déjà eu 2 attentats très graves sur le sol européen. Et au fond, je crois que ça change l'idée qu'on se fait de l'Europe. Effectivement, l'Europe, elle a été construite pour faire la paix grâce au droit et au marché.
Et la guerre se rapproche. La guerre se rapproche depuis 2 ans avec la guerre sur le sol européen, l'agression russe en Ukraine. Elle existe depuis plusieurs années à l'intérieur avec le terrorisme. Et le terrorisme va revenir de manière sans doute importante et dramatique sur le sol européen. Donc, comment doit se comprendre le continent de la paix face à la guerre? C'est vraiment la question que je me pose. Et je rajouterais que la résurgence de l'antisémitisme nous remet aussi en question notre idée de l'Europe, puisque nous avons construit l'Europe pour sortir de la guerre entre Européens et notamment aussi pour, après le génocide des Juifs d'Europe. Et aujourd'hui, on voit qu'à Berlin, une synagogue peut être attaquée ou des maisons de personnes d'origine juive ornées d'étoiles de David, ce qui évidemment nous fait un souvenir terrible. Donc j'ai l'impression qu'il y a un moment de remise en question, de remise en cause. Est-ce que l'Europe peut être protectrice, comme le veut Emmanuel Macron, et comment doit-elle se considérer elle-même pour être protectrice? Alors, moi, je vois 3 obstacles quand même à cette construction d'une Europe protectrice. D'abord, c'est une forme d'impuissance. On le voit par rapport à ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient. Notre marge de manœuvre est très étroite dans le conflit. On en est réduit d'un certain côté au ministère de la parole. Alors, cette parole est nuancée, certes. Droit d'Israël à se défendre, nécessité de la création à terme d'un État palestinien, mais elle n'est pas évidente non plus à formuler, comme on l'a vu au sommet européen de Bruxelles. On ne va pas parler de cessez-le-feu, on va parler de pause ou de fenêtre, etc. Donc il y a une difficulté pour exprimer cette parole. Et puis, bien évidemment, l'Europe peut fournir cette aide humanitaire qui est si nécessaire aux habitants de Gaza. Mais une relative impuissance, puisque de toute façon, je crois que nous devrons nous aligner sur la politique américaine. Ensuite, les divisions que je viens d'évoquer, les divergences entre la France et l'Allemagne. Le vice-chancelier allemand évoquait une solidarité illimitée, ce qui fait qu'il y a des divergences quant à l'attitude et aux mots à utiliser face à la guerre du Soukot. Divergence entre, d'un côté, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, de l'autre, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, sur la manière de poser des mots sur la question et de ce qu'on demande à Israël aujourd'hui. Et puis enfin, je crois qu'il y a le troisième obstacle, c'est quand même cette tension entre une exigence de sécurité et le respect des droits. Et ça, c'est très important parce que ça fait partie de l'identité de l'Europe. L'Europe se construit sur le respect des droits et le cas des 2 terroristes responsables des attentats d'Arras et de Bruxelles pose la question de savoir si on peut sanctionner, comme le dit Jean-Luc Bourlange, sanctionner des intentions et non pas des actes. Et ça, c'est une question fondamentale, à mon avis, pour nos démocraties européennes et pour l'Europe. Donc, je pense qu'il y a 3 obstacles à la construction de cette Europe de la protectrice. Et d'un point de vue plus philosophique, je dirais que l'Europe, elle a vraiment été fondée sur l'idée kantienne d'une construction de la paix entre ses membres et de la paix en général par le droit et la démocratie. C'est le message du fameux traité de paix perpétuelle. Et je crois que si nous voulons rester fidèles à notre vocation de protection des droits au nom de la paix et pour la paix, il faut peut-être y ajouter une petite dose de machiavélisme. Parce que Machiavel n'est pas du tout un anti-républicain, Machiavel est un philosophe républicain, mais il dit des choses très importantes, notamment dans Le Prince, sur le fait que le prince ne peut se fonder sur ce qu'il voit en temps de paix et que le prince doit toujours avoir à l'esprit la possibilité de la guerre. Et c'est peut-être ce qui manque aux Européens aujourd'hui et à ces dirigeants, c'est d'avoir à l'esprit cette possibilité de la guerre. Je crois que nous n'avons pas vu venir la guerre en Ukraine parce que nous n'avions pas à l'esprit la possibilité de la guerre. Et aujourd'hui, je crois que pour tenir notre identité européenne qui est fondée sur le droit, il faut quand même être capable de regarder la possibilité de la guerre même à l'intérieur des sociétés européennes. Akram Belkaïd. Oui, une réflexion qui peut être faite aussi à la lumière de l'actualité tragique au Proche-Orient. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas bâtir une zone de prospérité économique, une zone de bien-être plus ou moins généralisée, et c'est tout de même une des définitions de l'Europe, même si on peut avoir des discussions là-dessus, sans pour autant vous occuper de votre entourage.
Et quand dans votre entourage, vous avez un nombre important de problèmes, à la fois économiques, politiques, tôt ou tard, votre sécurité, elle est atteinte par ces instabilités qui vous entourent. Je rejoins Lucille Schmitt lorsqu'elle évoque la Méditerranée. On a eu à plusieurs reprises des déclarations d'intention de la part de l'Union européenne. Notamment, je rappelle qu'après la guerre du Golfe, on a mis en place la fameuse politique de Barcelone, qui consistait à essayer d'arrimer la rive sud et est de la Méditerranée à l'Europe d'une certaine manière, afin qu'il y ait un partage de valeurs et que l'on puisse aplanir les difficultés. Ensuite, on a eu le projet mort-né quasiment de l'Union pour la Méditerranée lancé par Nicolas Sarkozy. Mais on sent bien que sur cette question-là, l'Europe est très en retard. Elle a été absorbée par son élargissement de 2004. Elle a concentré ses efforts sur l'Est. Et en termes politiques, en termes économiques, ce qui est fait par rapport au sud de la Méditerranée est insuffisant. Et ça, c'est une question vraiment centrale. C'est insuffisant. Les voisins, on ne peut pas s'en débarrasser. Ils sont là. Et quand on regarde l'identité de ceux qui ont commis les attentats, je pense notamment aux Tunisiens, il vient d'un pays qui est en totale instabilité, qui vit actuellement une crise économique profonde, qui vit une crise politique profonde et à qui, vis-à-vis duquel, le seul intérêt à peu près concret aujourd'hui de l'Union européenne consiste à dire, mais écoutez, jouez pour nous le rôle de barrière à l'entrée. Et tant qu'on sera dans ce genre de paradigme, on continuera à avoir des problèmes de sécurité au sein même de l'Union européenne. Maintenant, quand on a dit ça, le deuxième point, c'est, alors effectivement, on va au-devant de difficultés. Moi, l'évaluation que je fais de ces 10 dernières années, de ces 15 dernières années, c'est que tout de même, nous avons vécu des moments difficiles, je pense à l'année 2015 par exemple en France, mais tout de même, je trouve que ce pays et d'une façon plus générale l'Europe a tenu le coup, y compris dans le comportement de ces minorités qui auraient pu être entraînées dans des mouvements de violence, dans des radicalisations et qui ont refusé. Alors peut-être pour une partie de l'opinion publique, notamment en France, ce refus ne s'exprime pas de manière suffisamment bruyante. Encore faudrait-il qu'il puisse s'exprimer, qu'on puisse le matérialiser. Néanmoins, il y a eu un refus. C'est-à-dire, il y a eu un refus de suivre les injonctions de l'organisation État islamique, il y a eu des refus de suivre les injonctions d'Al-Qaïda, et on a eu un non palpable, visible, de par le comportement de tous les jours au quotidien. Là où je suis inquiet, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tout de même, par rapport au conflit qui se déroule actuellement, nous avons affaire à quelque chose d'autre. Ce n'est plus la même chose. Là, on rentre dans ce qui est le destin des Palestiniens. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui compte énormément pour une partie, si je prends le cas de la France, pour une partie de la population française. Et si on se désintéresse de cette question, si on donne à penser aux uns et aux autres que finalement le choix de la France est fait et qu'on favorise un acteur plus qu'un autre, même si on a des discours à propos d'un État plus tard, etc. et tout. Là, effectivement, on risque d'avoir des soucis dans les mois et les années qui viennent, parce que c'est un problème qui est vécu, je dirais, de manière charnelle par beaucoup de gens, héritiers d'histoires familiales, de post-coloniales, etc. et tout. Mais je crois qu'il serait dangereux effectivement de sous-estimer, de penser que cette question-là, elle sera réglée par le temps et qu'une fois que la paix va venir et qu'on va mettre les Palestiniens et les Israéliens autour de la table, ce sera réglé. Là aussi, l'Union européenne a joué son rôle en finançant, en essayant d'avoir une approche, je dirais, économique à l'égard des territoires et de Gaza. Il eût fallu, à mon sens, qu'elle soit encore plus active sur la question politique, sur la question des deux États, sur la question de la fin de la colonisation, parce que c'est ça le vrai problème, de manière pour son propre intérêt. Voilà. Je vous remercie. À propos de ce que la France et l'Europe peuvent faire dans le conflit actuel entre Israël et la Palestine, je renvoie au discours que Jean-Louis Bourlange a prononcé lundi à l'Assemblée nationale, qu'on trouve sur tous les réseaux sociaux et notamment sur YouTube dans son intégralité, qui
qui est, je crois, justement salué par presque tous les bancs, à l'exception de quelques-uns fâcheux, et surtout qui nous a valu sur la boîte aux lettres du Nouvel Esprit Public des messages du genre « Ah, je déteste les positions de Monsieur Bourlange, qui est beaucoup trop à droite pour moi, etc. » Mais alors là, vraiment, franchement, quel discours, etc. Donc tant mieux. Mais c'est vraiment pas seulement un beau discours, on s'en fiche un peu de faire des beaux discours, c'est un beau discours, mais c'est un beau discours parce qu'il a un contenu qui est ferme, qui est clair et qui est concis. Je voudrais ouvrir notre traditionnelle rubrique des brèves en disant le très grand plaisir que j'ai eu à relire un livre paru en 2012, mais grâce à Dieu et à l'Internet, on peut très facilement se le procurer de nouveau aujourd'hui. C'est un livre de Simon Leys intitulé « Le studio de l'inutilité ». Mon confrère et ami Pierre Bonsen avait écrit à la sortie de ce livre « Il s'agit de la lecture la plus enrichissante, à la fois profonde, brillante et délicieuse qui puisse se faire à propos de la Chine, mais aussi de la littérature ou de la mer. Quant à la Chine, on retrouve la plume tranchante de l'auteur des habits neufs du président Mao, du pourfendeur resté célèbre de Maria Antonietta Maciocchi, et, dans ce livre, des divers intellectuels français dont la cécité ne laisse pas de stupéfier. Ça m'a rappelé d'ailleurs cette sculpture qu'avait fait le regretté Jean-Louis Faure, disparu pendant le Covid, où on voyait Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir refusant de serrer la main d'Alfred Koestler après que celui-ci ait dénoncé le stalinisme et le totalitarisme. Et Jean-Louis Faure avait intitulé cette sculpture « Bêtise de l'intelligence ». Bêtise de l'intelligence, c'est un sujet inépuisable et ici étonnamment illustré. Quant à la littérature, c'est un bonheur de partager avec Simon Leys sa familiarité avec Chesterton, avec Le Prince de Ligne, avec Joseph Conrad, avec Henri Michaud, avec Victor Ségalen. Et enfin, sa passion pour la mer donne des pages amoureuses, mais souvent pleines d'humour, et on ne s'en étonnera pas sous sa plume, des pages à rebours des clichés commodes et des idées préfabriquées. Lucille Schmid. Oui, merci Philippe. Moi, je voulais recommander un petit ouvrage qui s'appelle « À la terre » et le sous-titre s'appelle « S'installer paysan, se battre avec les champs ». Écrit par un journaliste qui s'appelle Marin Fouquet. Et ça commence d'une manière assez extraordinaire par une scène d'un jeune étudiant aux Beaux-Arts qui a peint le cul, si je puis dire, non pas d'une vache, mais d'un INRA 95, c'est-à-dire une de ces races bovines créées spécialement pour produire beaucoup plus de beefsteak qu'autre chose. Et ça raconte comment ce jeune étudiant des Beaux-Arts va ensuite aller dans une ferme vers Manosque et essayer au fond de s'exercer aux travaux des champs, et comment il ne va pas ou guère y arriver parce que tout simplement son corps se rappelle à lui et parce qu'il est absolument impossible en fait de lutter contre cette terre glaiseuse, ces légumes qui lui griffent les mains, etc. Et donc c'est une espèce de reportage assez saisissant sur la façon dont après le Covid-19 nous étions fascinés par l'idée de retourner à la terre, et dont retourner à la terre est au fond un travail extrêmement difficile. Ça fait partie de la transition écologique et mentale, mais aussi de la transition physique. C'est extraordinairement bien écrit et ça se lit très vite. Oui, notre retour à la Terre sera plutôt 6 pieds en dessous que autre chose. Akram Belkaïd. Je voudrais vous recommander un ouvrage, un récit de ma consoeur Ariane Chemin, qui est parti d'un fait divers qui a beaucoup ému la Suisse en 2022, un peu moins en France. C'est le suicide d'une famille, 4 personnes qui se sont jetées d'un immeuble à Montreux. Là, il y a une 5e personne, mais qui, elle, en a réchappé. Et parmi donc les victimes, il y a deux sœurs jumelles, dont la particularité est qu'elles sont qu'elles étaient les petites filles de l'écrivain Mouloud Feraoun, l'auteur du Fils du pauvre, donc écrivain algérien assassiné par l'OAS en mars 1962, c'est-à-dire à quelques jours avant le cessez-le-feu. Et dans ce récit, qui commence d'abord par la description d'un fait divers, elle tire les fils, et à travers ces fils, c'est toute l'histoire à la fois d'une famille, de 2 familles, bien entendu, puisqu'il y a le mari de l'une d'entre elles qui est concerné, mais c'est surtout une histoire algérienne, une histoire franco-algérienne de mémoire,
une histoire faite de paranoïa, de peur, de difficultés. Le sort de ce que fut la vie de Mouloud Feraoun, qui se savait menacé par l'OAS et qui avait donné des instructions. Donc l'essai s'appelle « Ne réveille pas les enfants ». C'est une des dernières phrases que Mouloud Feraoun prononce quelques heures avant qu'il ne soit assassiné, exécuté. Et donc, Ariane Chemin raconte comment parfois un assassinat politique peut avoir des répercussions sur plusieurs générations. Et c'est toute l'histoire tragique de l'Algérie qui ressort à travers ce récit, mais aussi l'Algérie d'aujourd'hui et la relation franco-algérienne. À ce jour, c'est aux éditions du Sous-sol. Nicolas Bavrez. Je voulais tout d'abord recommander la biographie de Jean-Luc Barré sur le premier tome de sa biographie sur De Gaulle qui couvre les années 1890 à 1944 jusqu'à la descente des Champs-Élysées le 26 août. Il y a beaucoup de biographies sur De Gaulle, mais Jean-Luc Barré a eu accès à beaucoup d'archives familiales et ce livre est vraiment extrêmement réussi. Donc, en fait, on ne sait pas tout sur De Gaulle et la complexité, l'importance du personnage sont telles qu'on arrive encore à apprendre des choses. Et sans tomber dans l'auto-célébration du nouvel esprit public, mais je voulais aussi recommander d'aller voir le discours de Jean-Louis Bourlanges, pas seulement parce que c'est un des invités de notre émission, mais parce que je crois que sa phrase « La violence barbare du Hamas est sans excuse, mais pas sans cause », c'est une phrase qui va rester. Et dans ce moment où, très franchement, l'Assemblée nationale fait honte à la démocratie française habituellement, pour l'instant, c'est la première fois dans cette législature qu'on a un moment qui se situe un peu à la hauteur de l'histoire. La deuxième chose qui va un peu au-delà de la personne et de notre ami Jean-Louis Bourlanges, c'est que ça montre aussi le caractère absurde de ce que tout le monde accepte, c'est-à-dire la notion de domaine réservé sur la politique étrangère et sur la défense en France. Très franchement, la position de Jean-Louis Bourlanges est autrement plus éclairée que celle du président de la République qui est allé expliquer qu'il fallait faire une coalition contre le Hamas inspirée de celle qu'on avait faite contre Daesh. Ce qui voudrait dire, si on l'applique vraiment strictement, d'aller engager des moyens des alliés et d'un certain nombre de pays arabes pour aller bombarder la bande de Gaza. Il va de soi que ni Israël, ni les États-Unis, ni les alliés des États-Unis, ni aucun pays arabe modéré n'est rentré dans cette logique absurde. Mais là encore, c'est bien, ça a été rappelé par Lucille Schmitt, c'est bien de parler de la politique de défense, ça serait bien aussi de débattre un peu sérieusement de la politique étrangère. Michel Schneider. Alors, je vous recommande un livre d'Étienne Bouche qui s'intitule « Mémorial face à l'oppression russe » aux éditions Plein Jour. Étienne Bouche est un journaliste, il a été correspondant pendant de nombreuses années en Russie, dans les années 2010 notamment. Il connaît parfaitement le pays. Et c'est un livre donc qui raconte l'histoire de cette association mémoriale qui a été créée à la fin des années 80 pour documenter les crimes du stalinisme, mais qui également s'est spécialisée dans la dénonciation des atteintes aux droits de l'homme dans la Russie contemporaine, faisant ainsi un lien entre les crimes du régime soviétique et les crimes commis par l'État russe, notamment en Tchétchénie, depuis maintenant des années. Alors, c'est un livre qui raconte l'histoire de Mémorial, donc de sa création jusqu'à sa dissolution en 2022, fin 2021, juste avant l'invasion russe en Ukraine. Cette dissolution était véritablement un signe avant-coureur de l'invasion russe en Ukraine. Personnellement, je l'avais comprise comme ça. C'était un peu comme l'assassinat du commandant Massoud avant le 11 septembre. On sentait qu'il fallait faire taire Mémorial, qui représentait en quelque sorte la conscience de la Russie, pour pouvoir lancer cette invasion. Donc c'est un livre très intéressant, mais au fond, c'est un livre qui parcourt la Russie. Et c'est pour ça que c'est un livre vraiment remarquable, parce qu'Étienne Bouche, en fait, ne passe pas sa vie à écouter les discours du Kremlin. Il prend des trains et, en 3e classe, il parcourt le pays. Il va en Sibérie, il va au sud, il va au nord. Et il raconte dans ce livre
comment l'État russe, depuis à peu près une vingtaine d'années, modèle et transforme la mémoire et en fait rend les Russes amnésiques. Il va dans des villes où on a construit une église qui glorifie les forces armées, à côté un musée d'histoire de la Russie où on explique que les révolutions de couleur sont financées par les Américains et sont très dangereuses, et un monument à la mémoire de Kalachnikov. C'est-à-dire il montre comment, d'un point de vue urbanistique, dans le maillage urbain, dans le paysage du pays, en fait, on rend les Russes amnésiques. On leur interdit de s'interroger sur leur propre identité historique. Et donc, Étienne Bouche en conclut que les Russes ne peuvent pas aujourd'hui faire société et créer une autre politique, imaginer un autre futur, tant qu'ils n'auront pas fait ce travail de retour sur eux-mêmes. Donc c'est un livre à la fois passionnant d'un point de vue philosophique et surtout très agréable à lire parce que c'est la Russie d'aujourd'hui. Il nous la raconte telle qu'elle est et telle que souvent on ne la voit pas dans les médias. Et très documenté. J'avais eu l'occasion de recommander aussi ce livre il y a une quinzaine de jours. Et je ne fais que seconder votre point de vue. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement, Nicolas Tourneau qui veille à notre site tandis qu'Olivier Magloire s'occupe de tout ce qui touche aux plateformes de financement. Adrien Beccaria a enregistré cette émission pour le studio L'Arrière-Boutique et Nouvelles Écoutes produit notre podcast. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, le 5 novembre, à l'école alsacienne, où notre ami Jean-Luc Bourlange, d'ailleurs, sera présent. Merci et à la semaine prochaine.